Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, nouvel épisode, rentrée professionnelle et scolaire pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Ito et je suis très heureuse justement de vous apporter pas mal de sujets pour cette saison. Au nom de toute l'équipe, vous êtes les bienvenus. Alors, la rentrée, c'est l'occasion de faire le point sur les priorités professionnelles. On va en parler dans un petit moment. Et puis, on parlera ensuite de l'image. Est-ce que notre look parle de nous? On verra si c'est vrai ou faux. Et puis, une retraite, ça se prépare aussi. Ça s'appelle le Silver Coaching. On en parle aussi aujourd'hui. Bienvenue sur Média TV dans 11 Ito. Je retrouve tout de suite mes invités pour vous et on démarre. Merci infiniment pour votre fidélité à 11 Ito. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première de la saison. On va parler reprise professionnelle, on va parler look et image, on va parler de retraite, même si c'est le début, on va dire, de la saison. Mais c'est aussi très important. En tout cas, au nom de toute l'équipe, vous êtes les bienvenus. Et c'est le moment pour moi d'accueillir mes invités. Beaucoup de femmes, encore une fois, sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être là, Mouna Skhali. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes Silver Coach, comme on vous appelle. Et votre spécialité, justement, c'est d'accompagner les personnes à la veille de leur retraite pour, on va dire, avoir une prolongation dans leur développement personnel et professionnel, c'est possible. Donc, on va en parler avec vous. La retraite, ça se prépare et vous allez nous dire comment. Ensuite, on aura avec nous aussi Hasna Alaoui. Vous êtes experte en images. Marhaba, merci beaucoup d'être là. Et avec vous, justement, notre look influence style, nos relations, mythes ou réalité. Eh bien, vous allez nous dire comment et si c'est vrai ou pas. Et puis, la rentrée, c'est là et c'est l'occasion de revoir ses priorités professionnelles. Et c'est avec vous qu'on va en parler, Fatem Zahra Mzioud. Merci infiniment d'être là. Mesdames, ça a été les vacances? La question s'impose. Très bien. Bien reposée? Fatem Zahra? Absolument. Mona? Excellente. Heureuse de retrouver l'émission et les téléspectateurs? Ah oui, parce que vraiment. vous êtes toutes des habituées, enfin pour la plupart. Hasna aussi. Quelques passages avec nous. Toujours un plaisir. Merci infiniment, mais un Fatem plaisir. Zahra et Mouna sont de grandes habituées, les téléspectateurs les connaissent très bien. Merci mesdames, merci beaucoup. L'équipe, bonjour, j'espère que vous allez bien en régie. Allez, on démarre notre émission et on va travailler un petit peu. Alors Fatem Zahra Mzioud, Nice, merci encore une fois d'être là. Avec vous au boulot, justement, la rentrée, l'occasion de revoir ses priorités professionnelles. Pourquoi c'est important de se poser la question à la rentrée en particulier? Alors tout simplement, je ne prendrai pas ça comme une rentrée, mais c'est un changement de rythme, un changement de régime. On a été en vacances, il n'y avait pas de stress, pas d'objectif particulier. En tout cas, je souhaite pour les personnes qui ont eu des vacances. On les a préparées la saison dernière. Voilà, justement, on leur a dit comment se reposer. Voilà, donc les vacances aussi, c'est un moment de détente, de profiter de sa vie, de ses enfants, ou quand on n'est pas marié, quand on n'a pas d'enfants, de soi-même, de son couple, chacun ses priorités, mais il n'y a pas que les priorités personnelles, donc il y a aussi les priorités professionnelles, parce qu'après, nous avons toute une année de performance, d'efficacité, d'efficience, et c'est des choses qui se préparent, et aussi c'est question de préparer ce rythme et cette énergie, parce que toute action est liée à l'énergie, il faut reprendre cette énergie-là, effectivement on arrive rempli d'énergie, mais quelque part on n'a pas envie de reprendre le travail, on a envie de rester, on a envie, en tout cas pour certains, et donc c'est très difficile aussi de faire cette reprise et ce passage d'un mode low en termes d'action à un mode beaucoup plus, en mode punchy. Voilà. Parce qu'en plus de ça, pour les parents, ça coïncide avec la reprise scolaire, la rentrée scolaire. Donc à ce moment-là, on va dire on ne gère pas que le boulot, on gère le boulot, la maison, les enfants, la rentrée, les cartables, les livres à exactement, les défis acheter, à plastifier, exactement. Oui. Mais pour les plus organisés, je ne vais pas dire les mieux organisés, mais les plus organisés, ils ont déjà fait ça en mois de juin. Donc les cartables sont faits, la plastification est faite. Et pour certains qui se laissent, le temps de le faire, pourquoi pas. Pourquoi pas, chacun son rythme. Je le dis toujours, chacun son rythme. L'essentiel, c'est d'équilibrer et de ne pas se forcer. C'est le plus important. Par rapport au travail,
il y a une reprise, il y a un congé, donc reprise, on nous demande pratiquement le N+1, nos dirigeants nous demandent d'être beaucoup plus performants. Je ne sais pas pourquoi, genre voilà, tu as arrêté, c'est comme si... Tu es revenu de vacances. C'est un droit, le congé est un droit, juste pour qu'on soit... Tu as arrêté, maintenant tu as repris, vas-y. C'est-à-dire que si tu arrives, il faut bosser, mais il faut trop bosser. Donc... En fait, tu es reposé, c'est tout bénéf pour nous. Donne-toi à fond. Voilà, exactement. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais moi, je dis, de toute façon, ce congé, c'est pour l'année dernière. Maintenant, je prépare mon prochain congé. Et l'idée, c'est de préparer ses priorités, pas ses objectifs. Parce que normalement, on devrait avoir des objectifs par mois, par trimestre, par année, et pas liés à une saisonnalité. Quelque part, ces vacances-là, c'est une saison. On dirait que c'est la saison où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de travail. Et maintenant, vous savez que les choses changent. Je vais parler professionnellement. On parlait du mois de Ramadan où le régime baissé. Cette année-là, je peux vous dire que c'est le contraire. On peut vous dire, aujourd'hui, donc l'année dernière, on a travaillé jusqu'à mi-août. Les entreprises ont travaillé jusqu'à mi-août. Donc, finalement, les choses changent. Qu'est-ce qui change, justement? Ce qui change, il y a plus de boulot, il y a plus d'activités. Les objectifs. C'est-à-dire, dès qu'on prépare et on met en place des objectifs qui sont liés à des enjeux, en entreprise et personnel, on y va. Il faudrait que ce N+1, que ce dirigeant, que ce manager puisse aussi mobiliser et motiver ses équipes pour pouvoir travailler, en même temps en respectant leur propre rythme et leurs propres besoins en termes de repos. Alors, quand on parle de priorité professionnelle, c'est sous-entendu que peut-être c'était mal géré la saison d'avant. Donc, comment je peux savoir que je gérais mal en tant que salarié, on va dire mes tâches professionnelles, pour pouvoir justement les revoir? D'où l'intérêt de les revoir plutôt, pardon. En général, c'est pas que je gérais mal, c'est que je n'ai pas respecté les deadlines, je ne suis pas arrivée à 100% de mes objectifs. Donc, il n'y avait pas une efficacité ou il n'y avait pas une efficience. Ça veut dire qu'on n'était pas très performant. Ça veut pas dire j'étais trop efficace, au point qu'on m'en demande encore plus. Oui, c'est vrai. Quand on met en place un plan opérationnel, un plan d'action opérationnel à chaque individu, à chaque salarié, je dirais pas un collaborateur plutôt, pour choisir mes mots, il faut respecter aussi sa charge de travail. Souvent, on dépasse cette charge de travail. D'ailleurs, souvent, on fait des formations aux grands managers qui n'ont pas à être formés sur ces points-là en disant attention, sur quelle base vous mettez en place vos objectifs, vous fixez vos objectifs. Et au fait, c'est une culture, c'est une culture d'entreprise. Je sais qu'ils peuvent y arriver parce qu'effectivement, le collaborateur, en tout cas celui avec lequel je travaille beaucoup, marocain, il cartonne en objectif. C'est-à-dire que même en termes de limite, on lui met 100, il va arriver, même si le 100 est très difficile à atteindre en termes d'énergie. Il passe plus de temps, il vit un déséquilibre couple, famille, enfant. C'est ça. Il y a un déséquilibre quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de bien-être au travail qui va venir réajuster cela et pouvoir exiger cet équilibre familial, cet équilibre de vie qui fait que c'est rentable et c'est efficace pour atteindre des objectifs professionnels. Mais justement, vous dites le collaborateur marocain va se battre pour atteindre ses objectifs, même s'ils sont d'emblée, on va dire, assez élevés. Comment on peut dire aux gens, le but n'est pas de leur dire c'est moins, c'est le septembre, on se dit tout, on vous dit de travailler moins. Non, mais de travailler de façon plus, on va dire, plus humaine, plus réaliste, plus bien-être au travail. Oui. Comment on peut faire ça? Ça, c'est en changeant la mentalité, le mindset du manager. En essayant, je ne vais pas lui faire admettre, mais il faudrait qu'il arrive à comprendre que le collaborateur a besoin de passer du temps avec ses enfants pour pouvoir... Lapsus oui, lapsus. Heureusement que je gère mon propre temps et mon propre business. Mais effectivement, c'est quelque chose que je n'arrête pas de redire. Et quand je suis en one-to-one avec le DG, avec le dirigeant, il me dit regarde, il est 6h30, regarde, il est 6h30, ils sont tous en train de prendre leur sac et partir. Ouais. Je dis mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est leur droit? Oui, leur droit, mais pas à 6h30. Oui, mais à 6h30, lui, il a une autre vie qui commence. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Est-ce que tu es content de lui? Oui, mais il peut faire plus. Donc justement, c'est ce plus-là qui est... D'où vient cet état d'esprit, Fatem Zahra? Ce droit de partir à 18h30 qui n'est pas considéré comme légitime de la part du manager. C'est l'habitude. Les générations d'avant ont pensé que plus tu tardais,
plus tu montrais, plus tu travaillais. C'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai passé 12 heures au travail que je suis plus efficace que quelqu'un qui a travaillé 7 heures. C'est question de rythme, c'est question d'efficacité. Et donc, quelque part, c'est rester dans les mœurs, c'est dans la culture que quelqu'un qui arrive le premier, qui part le dernier, c'est le meilleur collaborateur. Pas du tout. Sinon, on ne serait pas passé au télétravail, on ne serait pas passé aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas légiféré au Maroc, mais j'espère qu'un jour, ça le sera. Au travail à la maison, au travail au l'objectif. Je peux parler à mon collaborateur en disant, voilà ce que j'attends de toi. Tu viens pas. Ça, je veux que ce soit fait. Voilà. Je souhaiterais qu'on arrive un jour à ça. Mais de grands cabinets de conseil à l'international le font parfaitement et de très très grand renom. Dites-nous, Hasna Alaoui, est-ce que vous avez revu vos priorités professionnelles pour ce septembre 2019? Bon, pour ne rien vous cacher, je viens seulement de démarrer. Voilà. Je n'ai pas encore pris le temps de revoir mes objectifs professionnels. J'ai surtout pris le temps, on va dire, je vais vous dire très clairement, de me reposer, de faire une pause. Et donc, décompresser. Je vous en parlerai pour la suite. Exactement. Elle a encore le temps, Fatem Zahra? Bien sûr. Ça dépend justement. Merci pour cette question et pour ta réponse. Ça dépend des objectifs de chacun. Si pour elle, le plus important pour elle, c'est se reposer, prendre le temps, ben pourquoi pas. C'est légitime. Voilà. Mais si elle travaille dans une entreprise où il y a un 1+1 et il y a beaucoup de pression, ça va être un peu plus difficile. C'est ça. Mona Sreli, je vous pose la question à vous aussi. Vous avez revu vos priorités professionnelles entre, on va dire, avant les vacances et maintenant la reprise, vous personnellement? C'est-à-dire que mes priorités dépendent aussi des priorités de mes clients. Ça veut dire que quand on démarre, il y a aussi après les vacances des personnes qui font une pause et qui arrivent en fait à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elles vont continuer sur leur lancée, sur ce qu'elles font, ou elles préfèrent changer de carrière, ou des jeunes aussi qui ont un problème de confiance en eux, ou même des managers, comme je suis aussi spécialisée en coaching des managers et j'enseigne le leadership, qui veulent aussi revoir un peu cette notion de bien-être en entreprise parce que c'est une clé pour la productivité. Mais pour vous personnellement? Et moi, personnellement, je pense que c'est important de remettre en question ce qu'on veut faire et puis arriver vraiment à valider. Est-ce qu'au début de cette année, ce que j'avais comme idée, ça fait un mois, est-ce que ça fonctionne ou je vais faire autre chose? Voilà, pour vraiment être en phase avec la réalité du terrain, des besoins, voilà, pour être efficace. Et en fait, revoir ses priorités professionnelles, c'est pour être efficace, mais c'est aussi pour être bien dans sa tête. Absolument, mais pour juste s'assurer qu'on n'a pas raté le coche. Je m'explique. Nous sommes en septembre. Normalement, on devrait déjà... ça, c'est une préparation, c'est une mise en œuvre. Je ne vais pas préparer septembre. C'est trop tard aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, Hasna, vous êtes trop tard. Non, c'est-à-dire que... Voilà. Non, je parle en entreprise. C'est-à-dire qu'on a 4 mois. C'est question septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, nous avons la rentrée scolaire. Il y a des enjeux. Il y a des indicateurs marchés. Il y a des indicateurs clients, comme disait Mouna. Donc, du coup, la préparation se fait... Mais ce que je prépare aujourd'hui, c'est vers la fin de l'année et le début de l'année prochaine. C'est ça ce que je prépare aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que pour chacun, on va supposer qu'une personne, c'est-à-dire elle va arrêter l'été, elle va partir en vacances. C'est une reprise comme pour d'autres personnes. Pour moi, personnellement, la reprise, elle se fait en janvier. D'accord. C'est-à-dire la vraie reprise, elle se fait en janvier. Et non pas en septembre. Mais en septembre, non. C'est une continuité avec... on reprogramme le sujet pour janvier. Alors. Il y a aussi une autre notion, si vous le permettez. Oui, c'est aussi la notion de budget. Il faut savoir qu'en fin d'année, à partir de décembre, au niveau de tout le budget marketing de l'entreprise, en fait, il est vraiment au ras du sol. Donc, ça veut dire que ça permet aussi de travailler sur une stratégie de l'année prochaine, qui va démarrer en janvier. Alors, on a une question de Najib qui vous dit « Priorité, vous dites, au boulot, tout est priorité ». Donc, il a raison. Il n'y a que priorité. Oui, comme la notion d'urgence, tout est urgent. Rien n'est urgent alors que tout est urgent et il a raison. On a galvaudé ce terme-là, on ne le respecte pas et du coup, il a perdu tout sens. Donc du coup, il faudrait apprendre, aujourd'hui, il y a des formations qui ne devraient pas être des formations mais des ateliers. C'est pour ça qu'il est important aussi de choisir qui va animer ce type d'atelier. La gestion des priorités est importante, mais il faut savoir l'inculquer comme mindset, comme mentalité, comment gérer les priorités et apprendre au N.1, aux managers et aux dirigeants qu'une priorité, dès qu'elle est fixée, il faut eux-mêmes qu'ils la respectent. C'est ça. Voilà. Donc, encore faut-il qu'ils la fixent. Non, pour que ça ne devienne pas une urgence. Encore faut-il, mais quand c'est fixé, c'est pas la priorité quand ça m'enchante et quand c'est moi qui décide. Pourquoi ? Parce qu'on va déstabiliser
le collaborateur et il va perdre toute crédibilité en ce système de mise en place de priorités. Ok. Mounia vous demande, entre les enfants, la maison et le boulot, je n'arrive pas à garder le cap professionnel. Alors qu'on lui parle de priorité professionnelle. Alors là, je ne vais pas parler de priorité professionnelle, c'est à elle de définir quelle est sa priorité. C'est en fonction de chacun. Après, si le travail est important pour elle, et il faut définir qu'est-ce qui est prioritaire. La priorité n'est pas forcément où est-ce qu'on passe plus de temps. Donc il ne faut pas, je peux travailler 12 heures, mais je peux avoir ma famille en priorité et trouver le moment de passer plus de temps avec ma famille, de gérer plus, ça me demandera plus d'énergie, plus de travail, mais ça compensera quelque part, cette baisse d'énergie sera compensée par le retour de mes enfants, cette satisfaction professionnelle. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre l'équilibre professionnel et l'équilibre de vie. C'est ça. Voilà. Et surtout ne pas culpabiliser, et je peux vous assurer que ça marche. Il faut, bon, après, c'est au détriment d'un domaine par rapport à un autre. Exactement, c'est-à-dire que si c'est domaine personnel, domaine professionnel, on va dire tout ce qui est amis, famille au sens large sera peut-être... Oui, mais il faut juste essayer d'ajuster. Si ce mois-ci je ne peux pas le faire, je le ferai le mois prochain. Et pas juste des idées, c'est bon, c'est que pour... Et c'est comme ça que pour le boulot et ma famille et le reste... Non. Parce que de toute façon, c'est une bombe à retardement. Il faut éviter l'éclatement par la suite. Merci beaucoup, Fatem Zahra Mzioued. On reste ensemble pour les autres sujets. Ouais, je pense qu'il va vous plaire, celui-là aussi, sur l'image. Ouais. Notre look, est-ce que notre look influence nos relations? Mythe ou réalité? C'est avec vous, Hasna Alaoui. Merci beaucoup d'être là, Hasna. Et justement, c'est un sujet, on va dire, que l'on peut adapter au monde professionnel, mais aussi, on va dire, à nos relations quotidiennes. À quel degré ou à quel, on va dire, niveau notre look va influencer nos relations avec les autres? Alors déjà, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé... Ça m'intimide qu'on me pose des questions. Dites-moi. Non, c'est une question intéressante. Ok, on y va. Alors, ça vous est déjà arrivé d'être impressionné par une personne? Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez des mots ou de la discussion que vous avez eue avec cette personne? Je ne me rappelle même pas de la personne, en fait. Je ne me rappelle pas, en fait. Non, pardon. Non, en toute honnêteté, j'étais impressionnée par beaucoup de personnes. Oui, certainement. Moi, c'est voilà. Juste la question. Ça. Oui, ça nous arrive d'être impressionnés par plusieurs personnes. Dont... Écoutez, en toute honnêteté, on peut être impressionné au début par l'image, mais ensuite, on est peut-être un peu plus... Ce qui va nous marquer encore plus, c'est le discours de la personne, notamment à travers les rencontres que je peux faire sur le plateau. Donc, c'est beaucoup de femmes, notamment la rubrique Femmes inspirantes m'a fait rencontrer des femmes extraordinaires. Certainement. Et leur discours, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Oui. Plus que le look. Alors, plus que le look... Est-ce que je casse la règle? Non, on va dire non, puisque, bon, vous avez été honnête. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez impressionné par quelque chose, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à mettre le doigt dessus, vous ne savez pas. Non, et ça, ça nous arrive à nous tous. On peut rencontrer une personne ou être en face d'un orateur ou en formation et on est impressionné par une personne, c'est-à-dire on dit qu'elle dégage, c'est-à-dire la personne, elle dégage quelque chose, elle a quelque chose. Et donc, c'est ce charisme. C'est-à-dire que là, moi, je me suis peut-être un tout petit peu éloignée de la question, étant donné que ça parlait de look, mais pour moi, le look n'est qu'une composante d'une image entière. Et quand on dit l'image, donc notre image est constituée et de notre tenue vestimentaire, bien évidemment, de notre look, et en même temps de notre langage non-verbal, de notre communication non-verbale. Et donc, est-ce que ça influence? Oui, énormément, beaucoup même. Mais alors justement, est-ce que c'est de l'ordre de, surtout le non-verbal? Et quand on dit qu'une personne dégage, c'est souvent sous-entendu que c'est naturel. Est-ce que c'est naturel, inné, ou c'est quelque chose qui est plutôt développé et acquis? Alors, chez certaines personnes, on va trouver des choses qui sont innées quand même. On va trouver un regard qui est inné, une prestance, un petit charisme, comme
chez d'autres personnes, c'est un travail qui se fait. Le regard, la gestuelle, l'intonation de la voix ou le ton de la voix, tout ça se travaille. Et les gens, de plus en plus aujourd'hui, tiennent compte de toutes ces composantes de communication interpersonnelle et donc ils travaillent. Donc en fait, le look, c'est tout ça, c'est pas forcément les vêtements. Non, le look est une composante, c'est-à-dire que quand on dit look, c'est égal à tenue vestimentaire. C'est-à-dire que quand je dis look, elle est plutôt tenue vestimentaire, coiffure, maquillage. C'est-à-dire c'est plus tout ce que je vais voir chez l'autre en termes de couleurs, de vêtements. Et quand on dit communication non verbale, le look est une composante de cette dernière. Importante ? Très importante, évidemment. Évidemment, étant donné que... alors, vous avez parlé de la communication non verbale, c'est ça. Est-ce qu'elle est importante? Non, le look, vous avez dit que le look est une composante importante de la communication non verbale. À quel degré, justement? Alors, moi, j'aime bien donner des exemples. OK, on y va. Un recruteur. Et là, Fatem Zahra, je suis sûre qu'elle va être d'accord avec moi. Un recruteur, quand il va avoir deux personnes en face, c'est-à-dire deux personnes qui vont passer des entretiens d'embauche à diplôme égal, je dis bien à diplôme égal, c'est-à-dire elles ont le même bagage, le même cursus. Voilà, le même diplôme. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que ce recruteur va prendre la personne qui présente le mieux. Et quand je dis la personne qui présente le mieux, alors la personne qui a un look, je sais que vous aimez bien le mot look, le look qui va marquer ou qui va donner une signature de la propre personnalité, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir quelque chose à travers, parce que bon, ça... Ce qui la différencie ? Ça, on le sait. C'est-à-dire il y a de l'affirmation. Il y a une affirmation qui est là à travers... ça, on le sait. Quand on va passer un entretien, tout le monde est habillé de façon sobre, tailleur, chemise. Il y a toujours le petit plus qui va marquer cette personne. Il faut un petit plus ? Oui. Il faut un petit... justement, vous l'avez dit pour les entretiens, c'est recommandé justement la sobriété la plus absolue. Donc souvent, ce que vous avez, c'est ou tailleur, comme vous l'avez dit, ou costume, sombre. Pour les femmes, la sobriété la plus absolue, minimiser, c'est ce qui est conseillé par certains spécialistes, minimiser les accessoires, parfum très discret, il ne faut pas que ce soit fort, toutes ces choses-là, il ne faut pas arriver et envahir l'ambiance avec son parfum, etc. Alors, ça serait quoi le petit plus? Alors maintenant, il y a le tailleur et tailleur. Quand je vois une personne arriver avec un tailleur bien ajusté et qui va parfaitement à sa morphologie, je vais me dire, OK, elle a quand même pris la peine d'essayer ou de prendre le bon. Et quand je vois une personne arriver avec c'est-à-dire que même dans le tailleur ou dans la notion de la sobriété, il y a le plus, il y a le moins. Je ne sais pas si vous... Non, vous suivez. Ouais. Et donc, pour revenir à l'histoire du tailleur, donc je peux parfaitement être habillée en tailleur et chemise blanche, mais en même temps avoir une particularité qui va parler de qui je suis. Mais en même temps, ce tailleur, est-ce que c'est lui qui va me faire décrocher le job? Ce n'est pas lui qui va passer l'entretien. On ne va pas quand même minimiser les choses ça. À ce degré. Non, quand même pas. C'est une composante. Maintenant, est-ce que j'ai suffisamment d'assurance? Est-ce que j'ai suffisamment de confiance en moi? Et ça, c'est traduit par mon regard, par ma façon de parler, par mon intonation, par... des fois même ma respiration. Ma gestion de stress. Le recruteur, il va faire attention à tous ces points-là. Alors ça, c'est dans le monde du professionnel. Il y a aussi le monde, on va dire, l'autre volet de la vie, à savoir en dehors des bureaux. Nos rapports avec les personnes. Absolument. Avec les gens. On revient juste après la pause pour ça. Et nous sommes de retour sur le plateau d'Onzito pour cette deuxième partie. Merci à vous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. On ne vous le répétera jamais assez pour cette reprise et cette rentrée. Alors, revoir ses priorités professionnelles, on en a parlé avec Fatem Zahra Mziwed. Là, on parle de look et de relation aux autres avec Hasna Alaoui. Et puis, dans un petit moment, la retraite est-elle forcément préparée? Eh bien, on posera la question à Mouna Sqali dans quelques instants. Et justement, je vous donne la parole, Mouna Sqali, par rapport à ce sujet avec Hasna Alaoui sur le look. Vous enseignez le leadership. Oui. Est-ce que c'est un élément qui est pris en considération, notamment dans votre formation? Oui, tout à fait. Alors, ce que je prends en considération et ce que j'aime passer aux étudiants, c'est qu'ils soient en fait conscients
que leur look ne soit pas une pollution quand ils communiquent. Il ne faut pas qu'ils viennent envahir l'espace de l'autre. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le parfum, effectivement, déjà une discrétion en termes de parfum, mais il faut aussi avoir déjà par respect pour l'autre un minimum d'élégance, d'être bien mis, et surtout l'élégance des mots, du regard, de la posture. Je pense que c'est ça vraiment que j'essaye de passer à travers le leadership. Est-ce que par exemple il y a justement, on va dire la pratique qui est ajoutée à la théorie? Est-ce que des professionnels comme Hasna Alaoui interviennent dans les cours de leadership? Est-ce qu'ils ont leur place? Tout à fait, plus que jamais aujourd'hui. Sachant qu'un recruteur a beaucoup le choix, honnêtement, aujourd'hui, il faut également armer ses étudiants à pouvoir avoir conscience de comment ils présentent quand ils parlent d'abord, mais aussi en termes de vêtements, est-ce que c'est adapté? Ce qui serait aussi souhaitable, et ça se fait à l'étranger, c'est d'avoir finalement un système qui permet à certains étudiants ou certains jeunes diplômés qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir avoir justement une tenue pour aller à un entretien, donc qu'ils peuvent donc emprunter pour aller à un entretien. Ça se fait à l'étranger. Exactement. Et c'est un peu dommage que ce ne soit pas encore mis en place au Maroc. Mais ce serait quand même un atout pour que chacun ait ses chances. Autant aujourd'hui on pense à la formation pour tous, mais autant également le vêtement qui est quand même aussi un allié du futur embauché, je dirais, ça pourrait aussi être un atout. Alors Hasna, justement, absolument. Alors dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux viennent un petit peu flouter ces relations et cette approche du look, parce qu'on a l'impression qu'il y a un clonage des looks. Beaucoup, et notamment l'influence des réseaux sociaux, beaucoup se ressemblent, beaucoup adoptent, on va dire, la même silhouette, la même morphologie, la chirurgie esthétique est banalisée, enfin voilà, il y a une banalisation de l'extrême pour ressembler à une image particulière. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours dire que ça influence nos relations? Est-ce qu'on peut se baser sur ce look? Alors maintenant, si on rentre dans toutes ces histoires de réseaux sociaux, à mon avis, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Ouais, mais bon, c'est toujours bien d'en parler, étant donné qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un fléau juste incroyable. Et quand je dis un fléau, c'est surtout au niveau de l'image, de la photo, de la vidéo, et maintenant avec l'arrivée de Instagram. C'est ça, il y a ce clonage de l'image. Donc avant, l'image, le look appartenait à la personne. Exactement. Aujourd'hui, c'est une signature parce que le look, il correspond à chaque personnalité. C'est-à-dire, ma personnalité me permet de mettre des couleurs. Quelqu'un d'autre, non, il a une personnalité plutôt introvertie et il va aller vers des couleurs plutôt douces, plus sobres. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde veut ressembler à tout le monde. C'est ça. Et honnêtement, moi je dis honnêtement, c'est problématique, surtout pour les ados. Alors, quand on dit que le look influence les relations, c'est que le look de la personne envoie un message, que ce soit justement, comme vous l'avez dit, le choix des couleurs, le choix de tout. Tout ça envoie un message dans la communication non verbale. Mais aujourd'hui, quand tout le monde se ressemble, est-ce qu'on peut toujours capter ce message ou pas? Non. Il faut aller creuser. Parce que honnêtement, ce qu'on voit maintenant, c'est que toutes les photos sont belles parce qu'il y a tellement d'applications pour prendre de belles photos, les vidéos, les retouches, le Photoshop, donc on ne sait plus. C'est ça. On ne sait plus, voilà, on ne sait plus où est le vrai. Et donc, si on doit... est-ce que ça va influencer nos rapports? Moi, je dis sur les réseaux sociaux, il faut creuser. Ne pas se limiter, s'arrêter à une image, à un visuel qui est une photo, mais aller creuser un peu plus. Fatem Zahra, ça vous parle ce sujet? Énormément. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Déjà, il faut savoir que culturellement, les impressions, on juge beaucoup les personnes en face de soi par rapport à leur image plutôt qu'à leur personnalité. Et j'adhère complètement quand Hasna dit qu'un style est lié à un style de personnalité, effectivement. Quoique, avec tous mes respects aux tous standards de recrutement, etc., il ne faut pas mettre de parfum très fort, il ne faut pas mettre... Ça, c'est lié à chaque personnalité. Moi, en tant que recruteur, par contre, j'accepterai quelqu'un qui se distingue. Parce que justement, cette distinction, pour moi, est une compétence.
compétence. Et cette innovation est une compétence. Il ne faut pas rester dans le standard, dans le voilà. Mais je reviens. Vous êtes d'accord? Mais ça influence. Pardon, je suis d'accord. On ne peut pas rester dans le standard, mais je peux vous dire que beaucoup se sentent envahis, agressés par Oui, mais une odeur forte. il faudrait qu'ils fassent des formations justement de développement personnel, de leadership, d'image, pour qu'ils puissent rehausser un peu, faire un updating, une mise à jour des demandes de ce qui se passe aujourd'hui et essayer d'accepter l'autre. Aujourd'hui, je n'aime pas le parfum fort, vous l'aimez. Donc, c'est question de choix et de liberté de choix. La génération d'aujourd'hui, elle s'impose par ses choix, par ce libre arbitre qu'elle a. Et donc, du coup, il faudrait peut-être faire cette mise à jour. Il faut plus de flexibilité contre, de la part oui, des... et pourquoi je vous dis que ça me parle? Parce qu'on juge, on juge dans la relation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, on choisit la personne en fonction de ce qu'elle porte, et ce look qu'elle dégage, ses habits, est-ce que c'est cher ou pas, est-ce que ce sont des marques chères ou pas. Et donc, on catégorise les gens en fonction de leur pouvoir d'achat, de ce qu'ils portent. Et ça, je pense qu'on s'éloigne beaucoup de la vraie relation. Donc, toute relation devient, ou en tout cas la relation devient plus basée sur le superficiel et ce que j'ai et ce que je démontre. Et ça met une pression sociale à ces personnes qui ont envie d'être intégrées. D'accord? Ça leur met une pression à aller et essayer de devenir comme cette personne-là dont tu parles. Je la vois sur Facebook, je la vois, elle est devenue influenceuse, comme on dit, et donc je dois aller chercher tout, je dois être tout ce qu'elle est. Pourtant, je ne sais pas ce qu'elle est réellement. C'est ça. Donc c'est ça la difficulté. Absolument. Donc, mythe ou réalité en 2019? C'est une réalité. C'est une réalité. Une réalité absolue, une réalité existante, une réalité dans laquelle on vit, à laquelle on est confronté. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit Fatem Zahra. Le mot distinction, ça j'ai beaucoup aimé, parce qu'effectivement, un style vestimentaire, mis à part le coût de ce que ça... Je peux porter quelque chose de 500 dirhams de la tête, mais comment je vais la porter? C'est-à-dire, c'est ça qui va correspondre à la vraie personnalité. Et c'est cette distinction qui va montrer mes compétences, qui je suis, de quoi je suis capable. La différence, ouais, absolument. C'est différent. Avoir le style, ça veut dire quoi pour vous? Avoir du style? Avoir du style, c'est avoir un cachet, une signature personnelle. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir un truc pour le cacher? Par exemple, aujourd'hui, vous portez un foulard autour du cou. Est-ce que, par exemple, avoir sa signature, c'est forcément porter un foulard autour du cou? Bon, ça, c'est pas ma signature. C'était juste pour mettre de la couleur. Sur le blanc. Mais par exemple, vous avez des femmes très influentes, de la même manière que les hommes portent une cravate. Et la couleur de la cravate envoie beaucoup de messages. Et donc, la femme n'a pas de cravate, mais elles ont opté pour des foulards. Et selon la couleur du foulard ou de la broche, il y a justement un message qui est envoyé, mais ces femmes porteront toujours un foulard autour du cou ou une broche. Celles qui ont opté pour la broche, celles qui ont opté pour le foulard, et des femmes, on va dire, de grands noms. C'est une distinction, tout simplement, parce que ça veut dire qu'il faut toujours apparaître en public avec ce genre? Toujours, je ne dis pas toujours. C'est être vrai, être authentique, être naturel, s'habiller comme on le désire, c'est-à-dire et se retrouver dans ces tenues vestimentaires, c'est-à-dire se retrouver entre... je dirais c'est plus être bien avec l'image qu'on renvoie, que je renvoie aux autres, qui est égale à ce que je suis intérieurement, à ce que je suis moi-même et à ce qu'elle est ma personnalité. On a besoin de ce message en ce début d'année scolaire et professionnelle. Merci beaucoup Hasna Alaoui d'être là. On va parler cette fois-ci de retraite. Et apparemment, la retraite, eh bien, ça se prépare. Ce n'est pas la fin de, on va dire, l'activité professionnelle et la fin de tout. Au contraire, une belle retraite, ça se prépare. Comment? Mode d'emploi, tout de suite. Eh bien, on en parle avec vous, Mona Srli. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes Silver Coach. Est-ce que cette retraite est préparée? Est-ce qu'on va dire les Marocains pensent à préparer leur retraite? Nous avons posé la question à une spécialiste en RH, Linda Jabran. On écoute sa réponse et on revient pour en parler avec vous.
Quand on aborde la question de la retraite, il s'agit de traiter deux volets. Le côté matériel, est-ce que j'ai suffisamment préparé ma retraite pour que je puisse faire des choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais en activité? Est-ce que j'ai suffisamment cotisé, suffisamment épargné et suffisamment investi pour que je puisse me permettre ce que j'ai tout le temps rêvé de faire? Et puis il y a le côté humain qui est très important et qui reflète la posture, l'état d'âme et l'état d'esprit du senior qui va sortir en retraite et reflète ses motivations et ses aspirations. Donc chacun a des motivations bien spécifiques. Il y en a ceux qui vont considérer cette retraite comme un début d'une nouvelle carrière et non pas la fin d'une carrière. Il y en a ceux qui voudront partager leur savoir, leur apprentissage, leur expérience. Il y en a ceux qui vont se dédier uniquement au travail associatif et au contact avec l'autre. Il y en a ceux qui vont faire le tour du monde, profiter de leurs proches, faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant toute leur vie active. Et donc chacun a son mode de retraite. Eh bien, justement, à chacun sa retraite, mais pour cela, il faut la préparer. Quand vous, les spécialistes en silver coaching, vous dites qu'une retraite, ça se prépare, pourquoi? Est-ce que, on va dire, lorsque c'est pas préparé, c'est, on va dire, se réveiller du jour au lendemain avec un vide total, sans rien? C'est grave, ça fait mal? Justement, c'est parce que parfois ça fait mal qu'il y a des cas qui viennent pour un coaching qui est spécifique par rapport justement à cet âge-là et à une situation justement de retraite qu'on n'a pas préparée. Donc effectivement, autant on a été occupé toute la journée, autant du jour au lendemain, on se retrouve avec un vide. Voilà, et donc d'activité, et voilà. Donc c'est ça qu'on n'arrive pas toujours à gérer parce qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas préparé. Mais beaucoup se disent, moi j'ai hâte d'arriver à ma retraite, je n'en peux plus, je veux juste me reposer. Est-ce qu'on a l'impression dans nos têtes que la retraite c'est, on va dire, des vacances? On perçoit ça au départ comme des vacances, sauf que ce sont des vacances à l'infini. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, fait mal. Ça dépend, qu'est-ce qu'on entend déjà la notion de vacances, qu'est-ce qu'on entend par quand on dit vacances? Est-ce qu'on va se reposer? Est-ce qu'on va au contraire avoir le temps de faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire auparavant? Par exemple, quand il y a des petits-enfants, s'occuper des petits-enfants. Voilà. Et puis sinon, aussi, arriver, et ça c'est extraordinaire, et je pense que les personnes que j'ai accompagnées par rapport à cette phase qui est spécifique et qui est particulière, et qui est quand même, qui est assez en fait duale, parce que autant elle peut être très, très anxiogène, autant elle peut également être une possibilité de concrétiser des rêves qu'on n'a pas pu réaliser, concrétiser également ce qu'on n'a pas pu réaliser auparavant, parce qu'il y avait toujours des priorités. Et, le boulot, les enfants, etc. Le quotidien. Tout a été priorité, le travail, l'autre, le conjoint, les enfants. Et justement, au contraire, là, c'est le moment où on sent qu'on est une priorité pour soi. Et c'est là qu'on décide de faire un coaching. Ok. Voilà, c'est dans ce sens. Mais justement, pour éviter d'en arriver à ça et d'éviter d'arriver aux besoins du coaching, on va dire qu'il reste pour la personne, on va prendre un exemple, un salarié à qui il reste 3 ans avant la retraite. Est-ce que c'est le moment de commencer à planifier sa retraite, son départ? C'est-à-dire déjà avant le départ, ce qui arrive en entreprise, c'est que parfois le senior, il sent qu'il est il se sent déjà, il sent qu'il est un peu mis à l'écart par rapport aux décisions, par rapport aux investissements en termes de formation. Il sent aussi, c'est juste très personnel et très subjectif en fait, il sent aussi que par exemple on lui demande moins son avis par rapport à des plans qu'on va faire, c'est-à-dire certains objectifs qu'on va fixer pour les 5 années à venir. Parce qu'il n'est pas inclus dans le résultat. Donc, exactement. Donc, il sent aussi donc on lui donne moins la parole. Il y a aussi donc une baisse de l'estime de soi qui peut arriver, une baisse aussi de la confiance en soi. Et tout ça fait qu'il y a quand même un mal-être qui commence à s'installer. Et si la personne ne réagit pas tout de suite, c'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est important de mixer aussi le leadership en parallèle, et comme disait Fatem Zahra, c'est vital, c'est qu'aujourd'hui aussi les managers, justement, sont conscients du fait qu'ils peuvent anticiper cette période et vraiment déjà par rapport à l'image de l'entreprise, donner aux seniors une possibilité de se sentir mieux à travers un partage d'expériences. Et on parle aussi de reverse mentoring. Ça veut dire que les personnes qui rentrent dans l'entreprise, le senior, à qui il reste justement 3 ans, 5 ans, on va lui demander justement de venir passer une journée ou une quinzaine de jours avec ce jeune qui vient d'intégrer et de lui parler justement du vécu de l'entreprise, comment cette entreprise s'est construite, quels sont les changements que cette entreprise a vécu. Et justement, le relais. Et surtout de partager des choses qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas sur des PC. C'est du vécu. Et ça, c'est vraiment la grande richesse du senior. Les managers qui l'ont compris
ont eu deux choses intéressantes. Ils ont contribué en fait c'est-à-dire au mindset du respect de l'autre, des valeurs au sein du collaborateur. Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour tous les collaborateurs. Pourquoi? Parce que chacun se voit dans ce senior. Quand ce senior est bien traité, il est respecté dans cette dignité, et bien ils se disent que eux aussi, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a quand même ce respect qui continue. Vous voyez? Et c'est vraiment un cercle vertueux. Et en fait, dans ce que vous dites, c'est que finalement, cette retraite, si elle se prépare uniquement pas, je vais y arriver, de la part du senior, mais aussi de l'image, ou on va dire de la relation de l'entreprise avec ce senior. Avec ce senior, effectivement, qui va aussi donc financer ce coaching. Voilà, qui va permettre à ce senior de faire éventuellement un bilan professionnel ou un bilan de compétences. Voilà. Et donc, ça va permettre à ce senior de se projeter dans les 3 années à venir et de pouvoir bâtir, avec le réseau qu'il a pu construire, avec toute son expertise, son expérience, de pouvoir justement préparer un départ. Mais alors, justement, une fois qu'il part, oui, est-ce que le senior, ou le retraité, on va l'appeler comme ça, arrivé en retraite, est-ce qu'il faut qu'il garde, parce que c'est important pour une forme d'équilibre, oui. un rythme dans le quotidien. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent « Moi, mon père, le jour où il est parti en retraite, il est tombé malade. C'est le boulot qui le faisait tenir. » La même chose pour ma mère. Le jour où elle a arrêté de travailler, ça a été la dépression, ça a été les problèmes avec mon père, ils n'arrêtent pas de se disputer. Donc, en fait, les gens tombent dans des histoires, on va dire, où ils se retrouvent à gérer des banalités qui les étouffent et qui les angoissent à un moment de leur vie où ils ont beaucoup donné. Oui, c'est clair que parfois on entend beaucoup ça en famille autour de nous, effectivement, mais le travail n'est pas qu'une béquille. Ça veut dire que ce n'est pas que toute notre vie repose sur notre quotidien au travail. Parce qu'au final, on a quand même d'autres domaines de vie. Notre vie personnelle, notre vie avec notre conjoint, notre vie sociale, la vie avec nos amis qu'on développe. Et à la retraite, au contraire, c'est la possibilité de faire fructifier tout ce qu'on a bâti pendant 30 ans d'expérience professionnelle. Encore faut-il l'avoir bâti. Enfin, voilà. Professionnel, oui. Mais personnel, comme vous l'avez dit, le boulot ne devrait pas être une béquille ou un refuge contre les problèmes de la vie. Tout à fait. Il y a aussi autre chose. Au contraire, les réseaux, quand on a un petit-fils, c'est l'intérêt aussi de pouvoir aller plus facilement sur les réseaux. Quand on a des petits-enfants ou des enfants qui sont dans un autre pays, d'être rapidement avec un smartphone ou justement pouvoir se connecter avec le petit et puis voilà, donc échanger. Échanger du vécu. Mais ça ne remplit pas un quotidien. Un quotidien, ça se remplit, je vais vous dire. Un quotidien, ça va se remplir parce qu'on se fixe d'abord un objectif. On se dit, c'est tellement facile de se laisser aller, de ne pas se lever le matin comme d'habitude, mais on va peut-être se mettre au sport. Le sport est extrêmement bénéfique, vous le savez, ça donne des hormones du bonheur, ces fameuses endorphines. Dès qu'on se met au sport, il y a 2 choses excellentes. D'abord, on se dépense, on est déjà dans l'action. On respire de l'air, surtout quand on est en plein air ou quand on fait de la natation. Et ce qui est extraordinaire, on ne fait jamais du sport seul. On est dans une salle où on joue par exemple au foot ou à autre chose. Et donc c'est une dynamique qui est une dynamique de groupe. Et donc ça permet aussi de consolider ce relationnel. Tout ce qu'on a su faire pendant 30 ans dans un milieu professionnel, ce n'est pas que du jour au lendemain, on ne sait plus fonctionner avec les autres. On ne sait plus dialoguer avec les autres. Non, au contraire, c'est qu'on a une facilité relationnelle, qu'au contraire, on a le temps de faire mûrir, de faire fructifier, parce qu'on a le temps. Donc, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance. Alors, le sport, ensuite. Le sport. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a toutes les choses qu'on n'a pas pu faire. Donc, quand on fait un coaching avec ce senior, ça permet aussi de bilanter quelles sont les choses qu'il n'a pas pu réaliser. Et travailler sur un plan d'action, ça permet réellement à cette personne, de manière spécifique, à pouvoir réaliser quelle est la chose qui lui manquait. Et franchement, comment elle se projette dans l'année. Ça veut dire que le plan d'action qu'on va bâtir avec cette personne sur les 6 mois, sur l'année, qu'est-ce qu'elle prévoit de faire, qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire, qu'elle peut financer, comment elle peut s'organiser, quel est le réseau qu'elle a pu bâtir et qu'elle peut inclure dans justement la mise en place de ce nouveau projet. Et ça peut être aussi dans l'entrepreneuriat. Alors les filles, est-ce que vous avez peur d'être en retraite ? D'être à la retraite? Moi, j'ai hâte. C'est vrai? Moi, alors, c'est quoi le programme? Si, même si mes enfants ne sont pas d'accord, mais je suis... Oui, non. J'ai des projets pour ma retraite, donc du coup... Donc je l'attends avec impatience. Oui, voilà. Donc il y a des projets qui sont là. Et puis je vais aller un peu plus... Voilà, moi je voudrais prendre une retraite beaucoup avant 60 ans. Donc, je fais tout pour que je puisse bénéficier de cette retraite plus tôt. Plus tôt. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Le jour où vous prenez votre retraite, vous arrêtez de travailler? Non, mais je fais
Bon, j'allais dire, je fais tout ce qui me fait plaisir et finalement je suis déjà en retraite parce que tout ce que je fais aujourd'hui c'est par plaisir. Mais je veux dire, j'ai moins de pression et pas de notion de temps, vraiment. C'est la notion de temps aujourd'hui qui est présente dans mon travail, etc. Et je pense que vers cette retraite-là, il n'y aura plus de temps. Ça sera juste l'instant présent à 1000%. Aujourd'hui, je le fais, mais c'est encore difficile parce que j'ai des contraintes au niveau professionnel, famille, enfants, couple, etc. Mais j'espère, je dis, ça c'est un objectif que je voudrais arriver à le faire et à le vivre, c'est vivre à l'instant présent et profiter et faire tout ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, quoique j'essaie en tout cas de vivre cette retraite à partir d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait demain. Quand vous dites vivre cette retraite, c'est-à-dire vivre cet état d'esprit. Absolument, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre jusqu'à 55 ans ou 60 ans pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Ou pour dire, bon, je termine ça, c'est à la retraite que je vais faire. Et parmi mes projets, c'est l'écriture. Okay. Vous avez commencé? Oui. Dédicace à On se dit tout, bien sûr, on le vaut bien. Oui, absolument. Hasna, elle vous fait peur la retraite ou pas? Non, du tout, du tout. Étant donné que je m'inscris déjà, c'est-à-dire, je pense que c'est différent quand on est salarié, mais quand on travaille pour son compte, on fait ce qui nous fait plaisir. On arrête quand on n'a pas envie de travailler et quand on a envie d'avoir plus d'énergie ou de faire un arrêt pour mieux ressortir. Donc, du coup, non. Non, parce qu'en fait, c'est un boulot qui n'est pas forcément un boulot de bureau. Non, je n'ai pas un boulot de bureau. Bon, évidemment, la nature de mon travail, c'est-à-dire c'est plusieurs choses, mais en même temps, je suis dans le plaisir. Et je pense que les gens attendent cette retraite justement pour être dans le plaisir. Or que, alors quand Dieu merci. Mais il y a une partie de préparation de retraite qu'il faut peut-être voir avec Mouna, que tu devrais faire aussi, parce qu'il y a une partie aussi préparer la retraite financière, etc. Financière, ah oui, financière. Ça aussi, ça se prépare. Ça aussi, ça se prépare, exactement. C'est important. Sur ça, tu as raison, Fatem Zahra, oui. C'est ça. C'est quoi? C'est une épargne retraite, mais elle n'est pas suffisante, l'épargne retraite, si? Ça dépend comment on a conçu, en fait, quand on a travaillé, comment on s'est organisé. C'est indiscutable. Mais en dehors de ça, l'essentiel, c'est de savoir vraiment faire la part des choses. Qu'est-ce qui nous a plu dans toute notre activité et qu'est-ce qu'on voudrait faire de manière différente? Et si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, finalement, dans quel domaine on veut se lancer, qu'est-ce qu'on veut partager, à quel rythme, bien sûr, voilà. Mais surtout, qu'est-ce qu'on veut partager avec l'autre. Parce que quand on partage, ça a quelque chose de très, très positif. En fait, il y a un retour qui est fulgurant et c'est extrêmement dynamisant. Alors, vous avez une question de la part de Ali qui vous dit « Pourquoi préparer alors que c'est la fin ?» Vous voulez simplement nous mettre de la pression, il dit. Alors, la fin de quoi? La fin de boulot, la fin du boulot. D'accord, mais la vie continue. Demain, Inch'Allah, on se réveille. Et c'est vrai que l'instant présent, c'est ça qui compte. Mais je veux dire, il faut aussi se donner les chances d'avoir un lendemain qui est un succès et où on est plus à l'aise et où vraiment on a quand même une dynamique de vie. Parce que quand on est bien avec soi, on est aussi bien avec les autres. Tout à fait. Alors, Youssef vous dit « Je pars en retraite, mon fils reprend l'affaire, mais je veux garder un œil sur mon business. Comment en convaincre ma femme ?» Ok, alors déjà, avoir un business, c'est capital. Être en plein air, c'est aussi capital. Et puis, je pense que dans l'échange, la communication avec sa charmante épouse, c'est important de savoir et de connaître aussi ses besoins à elle. Et puis, arriver à une sorte de compromis, voilà, en termes même de temps. Parce que quand on a sa propre affaire, l'essentiel aussi, c'est qu'on peut gérer le temps. Quand on arrive à gérer le temps, mais lui, il dit, je pars en retraite, mais c'est mon fils qui reprend l'affaire. Oui. Mais en fait, malgré le fait de partir en retraite, il veut garder un œil sur son business. C'est légitime, ça, ou pas? Ou quand on part en retraite et qu'on donne l'affaire à quelqu'un d'autre, et notamment à son fils, il faut vraiment couper court. Même si on veut couper court, après, ça reste, je veux dire. C'est légitime. C'est une seconde nature, c'est légitime, et après, ça dépend comment c'est vécu. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi une demande du jeune qui appelle le père, qui dit comment tu aurais fait dans ce cas-là. Et donc le papa va se sentir encore plus utile et valorisé. Absolument. Donc c'est toujours, encore une fois, on revient au fait que le senior, par le partage, c'est en fait ce qu'il valorise, c'est ce qu'il lui apporte, c'est ce confiance en lui, et c'est ça qui fait une retraite finalement qui est dynamique. C'est dans le partage. Merci beaucoup, Mouna Srali, d'avoir été là justement pour ce partage. Dans On se dit tout, merci beaucoup, mesdames. Fatem Zahra Mzeoud Benis, Hasna Alaoui. C'était un plaisir de vous retrouver, de faire cette entrée avec vous, cette rentrée avec vous. Et c'était un plaisir aussi de retrouver toute l'équipe en régie. À très très vite sur Média TV. Au revoir.